Bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e webinaire donc, de présentation du nouveau schéma PEFC. Donc, je suis Quentin Lallemand, je suis chargé de mission à l'interprofession FIBO Occitanie et donc je serai l'animateur de ce webinaire. Le webinaire il est organisé par FIBO Occitanie, l'interprofession régionale de la filière forêt-bois en Occitanie, en collaboration avec l'association ETF Occitanie. Donc, c'est l'association de défense et d'accompagnement des entrepreneurs de travaux forestiers sur la région Occitanie et PEFC Territoire, donc qui va se présenter plus en détail. Le webinaire, donc c'est le 5e d'une série de 6 webinaires. Donc les replays des premiers webinaires, ils sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de FIBO Occitanie. Donc si vous les avez manqués, n'hésitez pas à aller les consulter. Quelques rappels rapides pour le bon déroulement en ouverture du webinaire. Donc déjà, pensez à bien couper vos micros pour une meilleure qualité audio pour toutes et tous. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, on va les centraliser tout au long du webinaire et on y répondra en fin de webinaire. Il y a une petite période qui est prévue pour ça. Et pour votre information, donc ce webinaire, il est aussi enregistré et donc le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Pour introduire le webinaire, on va rapidement présenter les structures organisatrices, mais aussi les partenaires de ce webinaire avant d'entrer dans le vif du sujet avec la présentation de PFC Territoire. Donc très rapidement, donc FIBO Occitanie, nous, on est l'interprofession de la filière forêt-bois en région Occitanie. On rassemble les professionnels de la filière, du détenteur de la ressource jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par les transformateurs, les récoltants et les utilisateurs du matériau bois. FIBO Occitanie, c'est environ 150 adhérents, 13 organisations professionnelles donc, qui sont adhérentes à l'interprofession. Et ces adhérents et ces organisations professionnelles sont répartis dans les 5 collèges qui composent l'interprofession et qui siègent au conseil d'administration. Donc, nos missions, elles sont multiples. Accompagner et coordonner le réseau régional précité, communiquer sur la promotion de la filière et sur le produit bois sous toutes ses formes, accompagner les entreprises et les acteurs de cette filière et représenter la filière dans les différentes instances. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre programme d'action, il s'inscrit dans le cadre du contrat de filière qui a été co-rédigé avec l'ensemble des acteurs de la filière, mais aussi l'État, la région et l'ADEME qui financent en grande partie cette filière. Et donc, ce contrat de filière, il se déploie autour de 4 grandes thématiques: l'image de la filière, la structuration économique, l'emploi et les compétences, et l'observation et la connaissance. Et donc, ce webinaire particulièrement, donc, il est organisé, voilà, le sujet du webinaire, c'est les forêts publiques. Donc, du coup, on a naturellement associé les acteurs forestiers publics de la région, donc l'ONF et l'URCOFOR Occitanie. Donc, je vais les laisser se présenter très rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser la parole déjà à Alice Tricneau, l'adjointe au directeur territorial à l'ONF, pour présenter sa structure et ses missions. Bonjour Merci. Alice. Bonjour. Donc la DT, la direction territoriale Midi-Méditerranée, donc c'est une région, une direction de l'ONF qui recouvre deux régions administratives que sont PACA et Occitanie. Donc là, je vous parlerai surtout de la partie Occitanie, mais sur l'ensemble de la direction territoriale, donc on pilote 9 agences territoriales qui sont au plus près des territoires et qui mettent en œuvre vraiment le régime forestier, les différentes activités de l'ONF dans les départements. La plupart des agences sont interdépartementales, c'est-à-dire qu'elles recoupent plusieurs départements, sauf 3, qui sont l'agence de Lozère en Occitanie et puis 2 agences alpines, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes. Et puis après, on a des agences spécialisées, donc l'agence travaux, qui est un peu notre bras armé pour la réalisation des travaux, à la fois la mise en œuvre du régime forestier, mais aussi les travaux patrimoniaux pour les communes et les travaux dans le domaine concurrentiel autres. Une agence études avec tout un réseau d'experts naturalistes qui ont aussi des missions sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire que nos experts naturalistes sont spécialisés chacun dans des domaines et ils peuvent intervenir un peu partout en France. Et cette agence études, en revanche, elle est vraiment là pour mettre en œuvre toutes les études dont on a besoin pour nos réseaux au titre de la MIC-Bio, mais aussi dans le domaine concurrentiel. Et puis, on a 2 agences sur les risques en montagne, donc les agences restauration des terrains en montagne. On en a côté Pyrénées et puis côté Alpes du Sud, puisque l'agence RTM Alpes du Nord dépend d'une autre direction territoriale. Et l'agence concernant les risques incendies, donc l'agence sur la défense des forêts contre les incendies, dont les missions ont été croissantes ces dernières années. Il ne vous a pas échappé qu'on avait le 2e plus gros feu connu en France depuis 50 ans, qui a eu lieu chez nous dans les Pyrénées, là dans l'Aude. Et puis, on a ensuite nos services fonctionnels qui sont basés principalement sur 3 sites, Toulouse, Montpellier et Aix-en-Provence. Donc là, c'est pour parler un petit peu de l'organisation de l'ONF, donc d'un niveau très macro, la DT,
jusqu'aux agences territoriales. Après, juste pour vous donner quelques chiffres, effectivement, sur la diapositive suivante. Donc ça, c'est quelques chiffres un peu clés sur la forêt publique et les espaces naturels qu'on gère en Occitanie. Donc là, je suis vraiment centrée sur l'Occitanie. Donc les superficies qu'on gère, donc on est sur 650 000 hectares, donc gérés par l'ONF, avec plus de communales ou d'autres forêts gérées par l'ONF que de forêts domaniales. Donc on est sur 350 000 hectares de forêts des collectivités et un peu moins de 300 000 hectares de domaniales. Les volumes de bois qu'on vend, qu'on délivre en mètres cubes, donc ça représente à peu près 800 000 mètres cubes en équivalent bois sur pied. Là, pareil, je vous ai mis la répartition, 360 000 côté forêt domaniale et puis 400, à peu près presque 450 000 mètres cubes sur le reste des forêts qu'on gère. Et puis ensuite, quelques chiffres montrant qu'on est de toute façon dans une dynamique de croissance des aménagements. Hein, et donc, on est quand même sur une très, très grande majorité de forêts qui sont aménagées, puisqu'on est à 97% de forêts des collectivités et des forêts domaniales qui, aujourd'hui, sont bel et bien dotées d'un aménagement en vigueur. Ça, c'est sur la partie Occitanie et PACA. Je ne vous ai pas sorti la stat côté uniquement Occitanie, mais c'est du même ordre de grandeur. Voilà, c'était très rapide sur la présentation côté ONF. Ok, merci, merci Alice. Pour les collectivités forestières, je ne sais pas si Samuel Pont, qui devait être présent, est là. Donc les collectivités forestières Occitanie qui représentent les collectivités occitanes qui possèdent des forêts. Samuel, je ne l'ai pas vu dans la liste. Bon, on va passer à la suite, Coralie. Bon, du coup, Coralie Victoire, bonjour à tous. Je suis la déléguée du site Occitanie pour PEC Territoire. Pour rappel, alors, c'est le 5e webinaire, je pense que ce rappel maintenant, pour ceux qui ont fait tous les webinaires, c'est un petit peu redondant, mais pour les nouveaux, PEC, c'est une certification de gestion durable des forêts, c'est donc une ONG qui a été créée en 99 et qui repose sur des exigences touchant à 3 volets: environnementale, sociale et économique. Il n'y a pas un qui prend plus le parti que sur les autres. En termes de structuration, donc PFC Territoire, on permet la certification du volet forêt, donc les propriétaires qui souhaiteraient se faire certifier PEFC, et les entrepreneurs de travaux forestiers passent directement du coup par PFC Territoire pour se faire certifier. Pour les entreprises, c'est par PFC France. Et PFC Territoire contrôle tout ce qui touche à la forêt, donc les propriétaires, les ETF et les exploitants forestiers. Vous voyez un petit peu toutes nos antennes avec les interlocuteurs dans chacune de ces antennes. Je rentre dans le vif du sujet. Le webinaire d'aujourd'hui est vraiment focus sur les forêts publiques, donc forêts de collectivité, forêts domaniales. Il y a pas mal de points qui sont redondants avec les webinaires précédents, tout simplement parce que là, pour ceux qui n'étaient pas présents, et j'imagine pour beaucoup d'interlocuteurs que j'ai vu se connecter n'étaient pas là sur les premiers webinaires, j'ai fait un petit peu un focus sur le traitement des dossiers, voilà, le calendrier prévisionnel, les évolutions pour que vous ayez en tête un petit peu les grandes lignes que j'ai présentées sur les précédents webinaires, focus sur le traitement des dossiers pour les forêts publiques, avec un petit peu les particularités, sachant que tout n'est pas abouti, vous allez voir. Et après, je vous ai mis quelques slides de rappel sur les exigences qui changent et qui ont un impact marqué pour les forêts publiques. Enfin, un impact marqué. Une intégration sur laquelle il va falloir apporter une attention particulière dans le cadre de la gestion, dans le cadre de la transition du standard PEFC. Donc, petit rappel, en termes de transition, ça c'était une slide que j'avais projetée sur le premier webinaire. Donc, les nouveaux standards ont été adoptés en mars 2025 et la période de transition de 18 mois court jusqu'au 29 septembre 2026. Et ça, c'est la transition possible sur le nouveau référentiel, sachant que PFC Territoire sera en ordre de marche pour appliquer ce nouveau référentiel que dans l'année 2026. J'avais mis le 1er janvier. Depuis le premier webinaire, ça s'est un peu affiné, on a pris un petit peu de retard. Ce sera plutôt à partir du 1er février 2026. On mettra en œuvre ce nouveau standard qu'à partir du 1er février 2026. Ce qui veut dire que jusqu'au 1er février 2026, c'est toujours l'ancien standard, enfin celui qui est 2017-2022 qui s'applique. Les règles de contrôle sont celles du standard 2017-2022. J'ai eu des questions d'interlocuteurs terrain pour me dire: ah, mais vous allez me contrôler déjà là sur le nouveau standard? Non, avant le 1er février, on est toujours sur ce qu'on pratiquait avant.
Pareil sur les règles de jeu de traitement des dossiers, avant le 1er février, on est toujours sur les anciennes règles, les anciens documents, tout ce qu'on faisait depuis ces 5 dernières années, même 6 maintenant, plus de 6 années passées. Voilà pour la transition. Sachant que nous allons communiquer fortement sur cette transition, les nouveaux documents, les nouveaux supports, les nouvelles règles, euh, avant la mise en œuvre, de telle manière à ce que vous ayez les informations. Voilà, nous, le but, c'est que tout soit terminé sur cette transition au 1er septembre. Bon, pourquoi est-ce que les règles changent tous les 5 ans, le standard évolue, de par les mœurs sociales qui évoluent, on ne peut pas rester sur place. Et en plus de ça, la réglementation européenne et internationale évolue aussi. Donc le standard est obligé de se mettre dans le rang, de se mettre à jour, intégrer toutes ces préoccupations, qu'elles soient réglementaires ou sociétales. Quoi qu'il en soit, cette révision, dans le cadre des exigences, un certain nombre d'exigences n'ont pas bougé. Il y en a, je dirais, plus de la moitié, même 75% qui n'ont pas bougé. En revanche, il y a un certain nombre de notions, il a fallu les préciser, il a fallu créer de nouvelles notions parce que le sujet de la transformation, pour prendre pour exemple, n'existait pas dans le précédent référentiel, pas avec le terme transformation, et du coup, il a fallu l'intégrer. Donc, on a rajouté un certain nombre de notions, et pour d'autres exigences, on a juste précisé l'exigence qui était subjective ou pas assez précise dans l'ancien référentiel, et elle permet d'être plus facilement applicable maintenant. Je vous ai donné les exemples qui sont là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que dans les anciens webinaires, dans les précédents webinaires, vous pouvez retrouver les replays et tout ça a été détaillé. Je voulais juste vous donner des exemples là de clarification d'évolution. Bon, la transformation, j'en ai parlé. Je reparlerai des arbres hors forêt. Mais voilà, que ce soit les notions de sensibilité paysagère, de zone forestière à haute valeur environnementale, même des seuils de coupe rase. En fait, tout ça, ça existait déjà. On ne parlait pas de zone forestière à haute valeur environnementale. Néanmoins, on parlait de zones d'intérêt écologique. Donc, en fait, de toute manière, on parle des mêmes zonages. Donc, ça a juste été précisé, bien cadré. Je voulais faire un petit focus quand même sur une grosse nouveauté de ce nouveau standard, qui est l'analyse de risque. Alors, l'analyse de risque, en gros, elle se fait à l'échelle du territoire. On essaye de voir le risque, c'est le fait de ne pas respecter le standard PEFC. Donc, on a regardé tous les paramètres qui pourraient rentrer en compte et créer un biais d'application du standard sur le terrain. Elle va se concrétiser par une étude de dossier, enfin une phase documentaire au moment des demandes d'engagement et de renouvellement par les participants. Ça veut dire que dans le bulletin d'engagement, vous allez recevoir, concrètement, vous allez devoir nous mettre un petit peu plus d'informations. Il va y avoir des questions du type avez-vous du liège, des choses qu'on n'avait pas avant et qui ne nous permettaient pas d'évaluer tous les standards. Donc, il y a un certain nombre d'informations, on va plus loin que l'ancien bulletin pour pouvoir justement répondre à cette analyse de conformité, qui va sans doute aussi découler plusieurs fois par des coups de téléphone pour préciser ce qui a été mis dans le dossier si on n'a pas les informations suffisantes pour le traiter. Donc, cette analyse de conformité passe par un contrôle documentaire à l'entrée dans le système ou au renouvellement, mais surtout, elle va passer aussi par un tirage de contrôle complètement différent. Précédemment, les contrôles, forêt publique, forêt domaniale, mais comme les forêts privées, c'est un tirage aléatoire, ventilé par quartile de surface et par nature de propriétaire. Là, globalement, 75% du tirage sera orienté au regard de l'analyse de risque. Si l'analyse de risque nous identifie des paramètres sensibles, du type non-renouvellement de coupe, peut-être qu'on va aller contrôler davantage les propriétaires qui font de l'exploitation. Je vous donne un exemple, mais c'est un ensemble de paramètres qui est pris en compte là-dedans. Quoi qu'il en soit, les règles de contrôle, de tirage des contrôles évoluent au regard de ça. Donc, il y a toujours les 25% qui seront en fonction d'anciennes règles par taille de propriété et nature de propriétaire. Mais 75% des nouvelles règles, c'est un tirage purement aléatoire. Donc, concrètement, pour les forêts publiques, ça va sans doute rebalayer un petit peu le prorata de contrôle. Aujourd'hui, mes contrôles, j'en faisais une cinquantaine par an, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers privé, un tiers communal, un tiers domanial. Globalement, c'était très équilibré. Demain, je ne peux pas vous le dire, je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas encore fait le tirage 2026, mais la ventilation ne se fera plus par cette nature de propriété, publique, domaniale, privée. Elle va se ventiler différemment. Donc, je vous donnerai les résultats. L'analyse de risque n'étant pas finie, moi, c'est très difficile de vous dire est-ce que les forêts publiques seront plus contrôlées? Je ne peux pas vous le dire. Là, j'en ai aucune idée. Mais les règles, en tout cas, de contrôle sont radicalement différentes. Traitement des dossiers. Donc,
là, je vous ai mis quand même des exigences qui sont, c'est pas la marge, c'est pas des évolutions à la marge, c'est des évolutions conséquentes sur le traitement des dossiers en forêt publique. Bon, ce qui ne change pas, on adhère pour la totalité de ces forêts. Et là, je précise parce que déjà dans le standard actuel, on voyait un petit biais sur les dossiers au moment des renouvellements, parce que nous demandons maintenant systématiquement les matrices cadastrales pour vérifier les surfaces déclarées auprès de PEFC. Le propriétaire est censé adhérer pour la totalité. Sur la matrice, souvent, on a un décalage entre les surfaces sous aménagement et les surfaces hors aménagement, du coup. Aujourd'hui, le propriétaire forestier doit s'engager pour la totalité de ce qui est considéré comme de la forêt. La nouveauté de ce standard, c'est d'avoir un document de gestion pour la totalité de ces forêts. Avant, c'était dès lors qu'elles faisaient plus de 10 hectares d'un seul tenant. Donc souvent, ce qui était sous aménagement, c'était bien tout ce gros bloc, mais les petites parcelles, à droite, à gauche, de moins de 10 hectares d'un seul tenant, on les faisait certifier, mais on ne demandait pas de garantie de gestion durable dessus. Le nouveau standard l'impose. Il y a des discussions qui sont en cours pour voir comment on peut faire concrètement pour appliquer ça, parce que c'est très lourd là aujourd'hui sur le décalage de dossiers qu'on va avoir, parce que pour le traiter les communales en ce moment, il y a très peu de dossiers qui n'ont pas de forêt en dehors de leurs aménagements. Et ça va poser une vraie question de quel genre de document on peut mettre en place. Donc, pas de panique. Pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse à cette question. C'est des échanges qui ont lieu entre PFC France, PFC Territoire et l'ONF au niveau national. Je reviendrai vers vous. Je pense qu'on aura des réponses en janvier, donc avant la mise en application. Sachant que nous, on a une transition qui court jusque nous, on s'est mis comme objectif 1er septembre. Donc, en fonction des solutions qui seront décidées, on va communiquer avec vous. Et il y aura une transition encore sur les dossiers. Sans doute que le premier trimestre, les dossiers ne seront pas traités selon ces nouvelles formalités. Ils seront traités après le premier trimestre, le temps que tout le monde maîtrise les outils. Mais voilà, ça, c'est quand même très impactant, cette nouvelle exigence. En pièces à fournir, bon, on aura toujours le bulletin d'engagement, la délibération qui valide la certification PEC pour les collectivités. La matrice cadastrale, on le pratiquait déjà, mais du coup, elle est généralisée pour toutes les entités qui n'étaient pas en test. Pour les collectivités, il y aura nécessairement une analyse ONF sur les surfaces susceptibles de gestion. En gros, quand on compare ce qui est déclaré, la matrice, souvent on a un delta de surface. On demande au gestionnaire de se positionner sur est-ce que c'est susceptible de gestion, ça doit être rattaché à l'aménagement, est-ce que ça ne l'est pas? Sachant que maintenant, il y a une obligation de DGD dès le premier hectare, on va voir comment ça se cadre. Est-ce que cette analyse va continuer sous cette forme-là pour voir si c'est aménagement ou autre document de gestion? Voilà. Encore une fois, je suis dans l'inconnu et je suis honnête avec vous. Tout ça, on va le préciser. Il faudra nécessairement que ce soit précisé avant janvier. Bon, les arrêtés validant les aménagements et la contribution. Sachant, une note importante, les tarifs n'ont pas changé pour Occitanie. Nous sommes toujours sur les tarifs qui étaient pratiqués là en 2025. Donc, ces tarifs ne seront pas changés en 2026. Peut-être ça évoluera en 2027, mais ça, c'est ces territoires qui va le décider en cours d'année. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, rien que par rapport à nos procédures actuelles, il y a un certain nombre de DGD, donc des aménagements qui sont expirés. PFC Territoire est déjà dans une procédure dérogatoire un peu type, c'est-à-dire qu'on accorde un délai de 3 ans pour fournir le nouvel arrêté du nouvel aménagement. Mais la commune doit faire une attestation sur l'honneur de ne pas réaliser de coûts qui n'auraient pas été programmés dans le délai de 5 ans post-expiration de l'ancien aménagement. Il y a toujours un délai de plus ou moins 5 ans pour réaliser des coupes. Donc, si l'aménagement a expiré en 2020 et qu'il y avait des coupes qui étaient programmées en 2020, ces coupes peuvent être réalisées jusqu'en 2025. Donc ça, l'attestation sur l'honneur ne les concerne pas. Et pour toutes les autres coupes qui n'auraient pas été programmées, en attendant d'avoir un aménagement, PFC vous demande de faire cette attestation pour ne pas réaliser de coupes, pour justement respecter la loi, le seuil en commun de base de PEFC. Voilà, pour l'histoire des DGD, sachant que vous avez bien compris, il y a un certain nombre de procédures complémentaires qui vont arriver, puisque les surfaces qui ne rentrent pas dans cette exigence nous posent un vrai problème, et je pense que ça concerne plus de 80% des forêts publiques de collectivités. Alors, je vous ai fait un petit zoom sur les quelques exigences sur lesquelles régulièrement on peut constater des écarts PEC, mais surtout des choses qu'il va falloir intégrer dans la gestion de manière générale. Donc, grande évolution, l'arbre en forêt. Maintenant, vous pouvez certifier des arbres d'alignement. Haies, linéaires de peupliers, arbres en agro-sylvopastoralisme. On a un standard dédié, donc c'est une petite nouveauté. Ce sera un bulletin qui est complètement distinct du bulletin actuel. Si la commune a de l'arbre d'alignement et de la forêt,
faudrait qu'il y ait deux bulletins. Celui pour l'arbre d'alignement, tout simplement parce que la cotisation et les pièces demandées ne sont pas les mêmes entre l'arbre en forêt et la forêt classique. Bon, le maintien de la ressource forestière, la petite évolution, on était toujours, avant, c'était on maintient la ressource forestière en quantité et en qualité quand on la régénère. Maintenant, il faut intégrer sa capacité à stocker et à séquestrer le carbone. C'est juste par rapport au changement climatique à prendre des descentes qui vont pas mourir au bout de 5 ans parce qu'elles sont pas adaptées et qu'on s'est entêté à les maintenir, par exemple. Les arbres vieux et morts. Je sais que dans le cadre de la gestion ONF, souvent, vous étiez largement au-dessus des seuils demandés qui avant étaient un arbre vieux par hectare, un arbre mort par hectare. On est passé à deux. Je sais que dans beaucoup de préconisations, il me semble que c'est quatre pour l'ONF, quatre vieux et quatre morts. Du coup, c'est largement intégré, mais bon, je tenais à le préciser quand même. Les déchets, donc une non-conformité qui est revenue systématiquement, c'est les protections d'arbres qui ne sont pas enlevées une fois qu'elles n'ont plus elles ne remplissent plus le rôle de protection du plan. En gros, quand les arbres arrivent à peu près 15 de diamètre, les protections souvent elles commencent à se déliter, à craquer. Il faut penser à les intégrer dans les itinéraires sylvicoles. Quand la protection ne sert plus à protéger le plan, elle devient un déchet pour la forêt et elle doit être enlevée. Et ça vaut une non-conformité majeure avec action corrective. Vous pensez à l'intégrer directement dans les cycles. Je sais que de plus en plus c'est fait, sauf si ces protections sont matériel biodégradable. Je sais qu'il en existe en cocotier là, mais le prix, le prix fait un petit peu peur et donc c'est pour ça qu'elles sont pas trop utilisées pour l'instant. La contractualisation. Donc là, je vais vraiment faire un focus assez marqué là-dessus parce que ça risque, ce point-là, l'évolution risque d'être très pénalisante si pas bien intégrée. Aujourd'hui, bon, on contractualise pour tout ce qui est gestion, travaux, coupe, exploitation forestière. Ok, ça n'a pas changé. Pensez à conventionner, contractualiser toutes les activités organisées en forêt. Randonnée, VTT, chasse, j'en passe des meilleurs, peut-être aussi apiculture, enfin, c'est même pas peut-être, c'est l'activité de pose de ruches. Même si c'est pas un contrat, il faut qu'il y ait une trace écrite, ça peut être un conventionnement. Ça n'engage pas forcément un échange monétaire, mais c'est juste que ça doit être cadré avec des écrits qui précisent ce qui est fait sur la forêt, ce qui est toléré, pas toléré. Grosse modification, c'est ce que j'appelle la chaîne de responsabilité entre le donneur d'ordre et le prestataire. Et là, en tant qu'ONF gestionnaire, ça change d'impact pour la certification, je pense, de celle de l'ONF. Il y a pas mal de coupes qui sont gérées en bois façonné. Ça veut dire que l'ONF contractualise avec un prestataire de travaux pour réaliser les travaux et le bois est vendu une fois exploité. Donc, c'est l'ONF qui gère tout le chantier d'exploitation. Et donc, à ce moment-là, vous êtes donneur d'ordre. Deux cas possibles. L'ETF que vous faites travailler est certifié PEFC. S'il y a un écart lié à son exploitation, c'est l'ETF PEFC qui devra mettre en œuvre les actions correctives et qui mettra en gros en jeu sa certification à lui propre PEFC. Et deuxième cas, si l'ETF n'est pas PEFC, si jamais il y a un écart, c'est le donneur d'ordre qui, avec sa certification, devra assumer les conséquences. Je donne un exemple typique. Ornière, exploitation qui n'a pas été conforme, orniérage, non remise en état de la desserte après exploitation. L'ETF et PEFC, je demanderai l'action corrective à l'ETF. Si elle n'est pas faite, c'est la suspension de l'ETF concernée. Si l'ETF n'est pas certifié, l'action de remise en état sera demandée au donneur d'ordre de veiller à ce que son prestataire le fasse. Et si ce n'est pas fait, c'est la certification de donneur d'ordre, dans ce cas-là, l'ONF, qui sera suspendue. C'est assez lourd de conséquences. C'est pour ça que ce point-là, en termes de responsabilité, aujourd'hui, il y avait pas mal d'écarts qui étaient mis en point de vigilance, avec rappel au standard, pardon, au sens, le prestataire n'a pas sa SST, le prestataire n'a pas mis ses panneaux de chantier, le prestataire n'avait pas ses EPI. Et comme la responsabilité était un peu partagée et que le standard n'était pas bien clair, on mettait une mineure avec un rappel au standard au donneur d'ordre et c'était classé. Demain, s'il y a ça, c'est une majeure avec l'action corrective et si c'est pas levé, c'est le donneur d'ordre qui risque de voir sa certification suspendue. Donc voilà, à intégrer parce que c'est quand même pas mineur dans l'organisation avec les prestataires de. Une réponse très simple à ça, c'est de faire certifier les prestataires pour ne pas mettre en péril la certification du donneur d'ordre, mais bon, c'est une solution, il en existe d'autres.
Activité d'exploitation forestière. Oh, pardon, excusez-moi. Zut. Je voulais voir le timing et du coup, je vois qu'on a passé les 45 minutes, donc je vais balayer très très vite. Euh, Tout ça, c'est présent dans les précédents webinaires. Donc, c'était juste pour vous faire un petit rappel de ça. Les seuils de coupe rase qui ont été revus à la baisse, avec une notion d'un seul tenant et de régénération acquise. En gros, le seuil est à 5 hectares, pour faire simple. Et si vous n'avez pas régénéré les parcelles précédemment coupées, et que vous faites des parcelles coupées mitoyennes, si c'est pas régénéré avant, on considère d'un seul tenant les coupes précédentes. Donc, si une coupe en 2024, une coupe en 2025, en 2026, si la coupe de 2 hectares de 2024 n'est pas avec de la régénération acquise, et ben, ça ferait un seuil de 6 hectares là, et on dépasse le seuil. Donc, en fait, il faut vraiment penser euh, continuité temporelle, espace et temporel, là, dans cette nouvelle exigence-là. Voilà, donc j'ai balayé très très vite. Je vous ai fait, j'ai mis volontairement de côté le sujet de la transformation. Je n'ai pas fait de rappel là, simplement parce qu'on a fait une petite étude de terrain et on s'est aperçu qu'il y a très très peu de cas aujourd'hui qui sont considérés selon les exigences et les définitions du standard PEFC comme de la vraie transformation, ou de la transformation non justifiée. Donc, je n'en ai pas parlé là, parce que pour moi, il y a des sujets qui sont plus difficiles à intégrer que la transformation. Voilà, donc j'ai balayé très très vite. Je suis désolée. Je vous invite à écouter les webinaires numéro 2 et numéro 3, et numéro 4 si la transpo vous intéresse, mais numéro 2 et numéro 3 si vous voulez balayer de façon plus approfondie les exigences. Parce que voilà, mon but pour moi, c'était vraiment de vous mettre en lumière un petit peu ce qu'il va falloir intégrer voilà, dès 2026 dans le cadre de la gestion en forêt publique. Petite question, donc là je vais hop, fermer une fenêtre pour revoir l'onglet où vous êtes tous, pour voir des questions. J'avais vu une main levée de Monsieur Lavilorex, Philippe, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'avais une petite question au sujet des déclarations de coupe, là, où la commune s'engage à certifier. Si vous pouvez revenir sur la slide précédente, parce qu'on a quand même quelques cas sur le territoire, par exemple, l'exemple hein, de l'agence de Castres, où on est en retard d'aménagement pour une raison bien Ah, vous faites un particulière, hein, aménagement. c'est que Ok. nos aménagements ont pris du retard. On a un problème de TP sur l'agence qui fait qu'on a un retard considérable. Et là, le fait de signer une attestation sur des coupes qui sont classiques, hein, je parle encore une fois, c'est des coupes d'amélioration. Est-ce que c'est vraiment, il n'y a aucune possibilité ou alors est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Comment En gros, vous aujourd'hui, envisagez les choses? légalement, s'il n'y a pas d'aménagement validé, les autorisations de coupe doivent passer par des autorisations DDT, enfin Oui, DDT, c'est enfin, ça. formulaire. Donc, elles doivent être cadrées. Donc, s'il y a ces autorisations, ça peut être des cas dérogatoires. Mais en fait, c'est rappeler, parce qu'il y a des communes, on l'a vu normalement notamment sur des coupes de mise en sécurité ou d'entretien des bordures des linéaires, qui sont sur des parcelles non soumises, et le bois qui a été broyé, coupé, a été vendu. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans le cadre réglementaire quand on fait ça, et souvent c'est de la méconnaissance et pas de la volonté d'usurper la loi, de ne pas respecter la loi. On est plutôt sur de la méconnaissance. Donc, effectivement, il y a des demandes d'autorisation qui ont été faites en DDT, ces coupes sont légales. C'est pas le problème. Là, il y aura pas de souci. C'est juste que si j'ai bien compris aussi la position, et là, je vais pas me faire un porte-parole de l'État, mais ils voulaient, lors des réunions avec PLC, ils nous ont expliqué que ces demandes de coupe étaient de moins en moins acceptées quand il n'y avait pas d'aménagement. Donc moi, si c'est accepté, c'est pas de souci, c'est réglementaire, il n'y a pas de problème. PFC, ça ne pose pas de problème. C'est juste que les communes n'oublient pas que s'il n'y a pas d'aménagement, s'il n'y a pas de formulaire qui autorise ces coupes, il n'y a pas de coupe. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main ou à les inscrire dans le chat. On est là pour y répondre. Enfin, Coralie surtout est là pour y répondre. Ok. Et après, bon, s'il y a pas de Plus de questions débat que tout de ça. suite, on a aussi fait un outil pour les centraliser, là, une FAQ, une foire aux questions qu'on envoie
qu'on envoyait après les webinaires. Et donc, vous pouvez poser vos questions via cet outil-là et après, on y répond après coup. Ah, Philippe, une deuxième Alors, question. du coup, la deuxième question, c'est sur le seuil des coupes Le rases, contraste. là. C'est Ok, d'avoir j'arrive. un petit schéma bien précis pour nous expliquer un petit peu, parce que j'ai pas tout saisi, là, j'avoue que... Donc voilà, euh, c'est vrai que je suis passée très très vite pour respecter le timing, mais s'il y a une question. Les seuils de couperage, alors c'était la slide d'avant. Il y a les seuils pour les pentes, 2 hectares en zone de pente, 5 hectares de seuil max pour les hors zone de pente, donc pleine. Et exceptionnellement, si on produit un diagnostic qui justifie d'une amélioration, en gros, on fait une amélioration sur le peuplement qui est justifiée et qui est documentée via un diagnostic, on peut atteindre jusqu'à un seuil de 10 hectares. Mais ça, là, du coup, il y a une paperasse supplémentaire à faire pour PFC pour atteindre ce seuil de 10 hectares. Encore une fois, il faut qu'elle soit validée dans un DGD bien argumenté. Au-delà de ce seuil de 10 hectares, ça ne peut pas être certifié PFC. Sauf, il y a des cas très particuliers, on parle de sanitaire, enfin, je ne vous donne pas tous les cas particuliers, mais globalement, gardez en tête 5 hectares sans justification particulière, 10 hectares avec justification. Et ces 10 hectares, 5 et 10 hectares, doivent prendre en compte cette notion de continuité espace et temporel. Temporel, pourquoi? Espace, bon, on se dit bien d'un seul tenant, mais souvent, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est qu'il y a eu une coupe rase en 2024. On fait une coupe rase en 2025 d'une parcelle mitoyenne en disant, mais non, c'est pas d'un seul tenant, hein, c'était la dernière, là, je suis passée sur une autre année. L'UFC tient compte maintenant de la notion de régénération acquise. Donc, si vous avez coupé en 2024 ces 2 hectares, vous êtes dans le seuil, pas de justification particulière à donner. En 2025, vous coupez la parcelle voisine, 2 hectares à nouveau. Donc là, on est sûr. Et celle de 2024 n'a pas été régénérée. Donc on arrive sur une continuité finalement, sans régénération acquise, de 4 hectares d'un seul tenant. Et si du coup en 2026, il y avait une troisième parcelle qui se rajoutait sans que ni 2024 ou 2025 ne soient régénérés de façon acquise, selon la définition IFN, eh ben, on considérerait le bloc d'un seul tenant de coupe rase là, de 6 hectares qui dépasserait le seuil. Donc si ce n'est pas documenté, justifié, impossible selon le référentiel PEFC, donc pas certifiable. Il faudrait que du coup, 2024 ou 2025 soit régénéré acquis pour respecter de nouveau le seuil de 4 hectares. Est-ce que c'est plus clair du coup avec cette Oui, explication un oui, peu plus oui. calme sur Non, le mais sujet? après, vous avez quelques cas de figure. Par exemple, c'était le cas sur l'épicéa commun. Où vous aviez des parcelles qui présentaient des grosses problématiques de fauxmesse, où Oui, quelquefois il y avait plusieurs techniques qui étaient abordées sur la reconstitution et la préparation de sol. Donc, où on attendait que ça se, où on traitait en urgence, mais il y avait un cas où effectivement vous pouviez attendre 2, 3 années avant de reboiser et puis faire en sorte que, bon, bref. Donc le FOMES en on pouvait particulier, c'est arriver, sanitaire. on pouvait Le arriver sanitaire, ça sur fait ce partie des cas phénomène. particuliers. Voilà. Voilà, alors ça c'est un autre sujet. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des blocs en forêt communale qui dépassent les 10 hectares en sanitaire, hein. Donc, est-ce qu'il faut Le sanitaire, je le mets anticiper, vraiment à part. Ça restera à voilà, part de toute manière. Voilà. est-ce qu'il faut anticiper l'information auprès de PEFC ou est-ce qu'on fait on traite le sujet et puis derrière on expliquera qu'effectivement on justifiera la réalisation par exemple de reboisement de 15 hectares par exemple. Alors, sur la notion de justification auprès de PEFC, si c'est un cas documenté, sanitaire, tout ça, il n'y aura pas besoin de documentation particulière. Le sanitaire, c'est vraiment traité indépendamment. Là, ce serait vraiment pour des volontés de bon, le peuplement n'aboutit pas financièrement ou ce qui arrive, finalement, on craint pour l'avenir, on a envie de faire copie, faire page blanche et remettre quelque chose. C'est là où la documentation sanitaire, on n'est pas arrivé dans un échec sanitaire au sens c'est la crise, il faut tout couper, sinon on va tout perdre. C'est là où on a besoin du diagnostic pour atteindre le seuil de 10 hectares autorisé. Sur tout ce qui est sanitaire, attaque de scolyte, le FOMES qui nécessite une coupe, ça fait partie des cas documentés particuliers qui font exception à ces règles-là de 10 hectares. Ok. Merci. Et pas forcément voilà, de remonter à PEFC dans ces cas-là. Tout ça, on échangera au moment d'un contrôle terrain, on pourra évaluer tout ça. J'espère avoir répondu comme il fallait à la question, que ce soit audible au moins mes réponses. Une question de Loïc Euh, dans le chat. ouais, il y a Loïc qui me pose une question. Il Alors, est il est indiqué que les indiqué que coupes les rases sont, coupes... ouais, Vas-y. sont interdites dans les ripiscives et les zones de protection forte. Le territoire PNC est a priori identifié comme protection forte, je le confirme. Euh,
Si oui, coupe rase interdite dans le parc. En fait, elles sont interdites sauf s'il y a une autorisation de la structure, parce qu'en fait, dans les RIPC, il peut y avoir des remises en état de bordure qui nécessitent coupe, replantation, enfin, des travaux qui sont cadrés. S'il y a une autorisation par le parc national, la structure qui gère la réglementation associée à ce territoire, il peut y avoir une dérogation. Ça fait partie des cas particuliers. Est-ce que je réponds à la question, Loïc? S'il n'y a pas d'autorisation, c'est interdit de manière générale. Avec plaisir. Alors, je sais pas s'il y a encore des questions, du coup. De toute façon, vous avez mon mail, hein. N'hésitez pas, sur des cas, à m'envoyer un mail. Et il est évident qu'on va réorganiser un webinaire avec nos partenaires ONF et sans doute les collectivités qui souhaiteront de se joindre à ce webinaire sur les process administratifs de traitement des dossiers au regard de toutes les nouvelles exigences. Je vous parlais du DGD dès le premier hectare, qui nous paraît difficilement applicable en l'état comme ça. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on met en place, dans quel délai, comment on accompagne les communes, parce qu'on ne va pas suspendre. Enfin, le but, c'est pas de faire perdre la certification à toutes les collectivités qui se trouveraient dans ce cas de non-DGD dès le premier hectare. On va revenir vers vous en janvier. On organisera tout ça pour préciser, clarifier, poser le délai de transition, notre tolérance, tout. Donc, on se revoit bientôt en janvier. C'est ce que je voulais vous dire pour le sujet ONF et collectivités. Ok, merci Coralie. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on Et peut juste si vous clôturer? voulez, en termes de support, je vous ai mis le lien là, en forêt certifiée. C'est l'outil qui a été mis en place avec PFC France, qui est assez pédago et ludique pour appréhender le nouveau standard en fonction de thématiques, en fonction de votre niveau de connaissance. Donc, je vous invite à aller vadrouiller sur ce site-là pour aller approfondir la question du nouveau standard. Et le dernier Voilà, webinaire, si jamais vous êtes intéressé, sera dédié exploitation, prestataire de travaux, donneur d'ordre. c'est ça. Mais écoutez, merci à toutes et à tous. Donc, s'il y a plus de questions, merci pour votre présence. J'espère que le webinaire il aura répondu à vos premières questions. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne semaine et peut-être rendez-vous à jeudi prochain si le sujet vous intéresse. Bonne journée. Bonne journée, hein. Bonne À semaine. bientôt. Au Bonne journée. revoir. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.